Et si ce n'était pas toi qui dirigeais ta vie? Tu crois que tu décides de ta vie, que tes choix sont vraiment les tiens, que ce que tu veux vient de toi, et pourtant. Et pourtant, on voit des gens qui ont tout réussi. Un job solide, un CV impressionnant, du confort, du statut, des applaudissements, et un jour ils plaquent tout. Pourquoi? Parce qu'ils ne se reconnaissent plus. Ils ont coché toutes les cases, mais pas les bonnes. Pas celles qui rendent vraiment heureux. Ils pensaient suivre leur voie, mais c'était leur ego qui tenait la carte. Pas l'orgueil, pas le narcissisme, mais seulement l'ego, ce mécanisme dans ta tête qui construit une image, cherche à la défendre et parfois choisit à ta place. Et si tu te laisses faire sans comprendre comment il fonctionne, eh bien tu peux passer 20 ans à courir dans une direction qui n'est même pas la tienne. Alors aujourd'hui, on va faire ce que personne ne t'a appris. Comprendre ce qu'est vraiment l'ego, voir comment il sabote tes décisions et surtout apprendre à le reprogrammer pour qu'il devienne un allié de ta réalisation et plus ce pilote automatique qui t'emmène ailleurs. Alors bienvenue sur Neurodéclic, la chaîne qui t'aide à faire en sorte que ton cerveau tire dans le même sens que toi. Alors on va commencer par comprendre l'ego. L'ego, ce n'est pas avoir la grosse tête. Ce n'est pas non plus un défaut qu'il faudrait éradiquer. C'est un mécanisme fondamental de ton cerveau. Un mécanisme qui te permet de dire ça c'est moi et ça ce n'est pas moi. Autrement dit, l'ego, c'est ce qui trace la frontière entre ce que tu considères comme faisant partie de toi et le reste. Sans lui, tu ne pourrais pas construire ton identité. Tu ne pourrais même pas te sentir toi. Mais l'ego n'est pas une entité figée, c'est un système dynamique qui repose sur 4 grandes dimensions. La première dimension, c'est l'ego identitaire. Il définit ton moi, il t'aide à te repérer dans le monde, à te dire je suis ça ou je ne suis pas ça. C'est lui qui assemble tes souvenirs, tes expériences, tes rôles pour créer une forme cohérente. La deuxième dimension, c'est l'ego protecteur. Il veille sur toi, détecte les menaces symboliques, une critique, un rejet, une remise en cause, comme s'il fallait défendre un territoire invisible. Et grâce à lui, tu prends conscience de ce qui te touche, de ce qui t'appartient. La troisième dimension, c'est l'ego comparateur. Il évalue ta place, il se mesure aux autres pour estimer ta valeur relative. Et ce processus est automatique, parfois inconfortable, mais il joue un rôle central dans tes interactions sociales. Et la quatrième dimension, c'est l'ego ambitionnel. C'est lui qui te pousse à grandir, à évoluer, à accomplir. Et il te donne une direction. Il veut que tu te dépasses, que tu marques ton passage. Donc, l'ego n'est pas ton ennemi. C'est un outil, un allié potentiel, et c'est justement parce qu'il est si puissant qu'il mérite d'être mieux compris. Alors maintenant, on va voir ce que l'ego recherche. Une fois qu'on a compris que l'ego trace les frontières de notre identité, une autre question surgit. Pourquoi agit-il? Qu'est-ce qu'il recherche au fond? Car oui, l'ego est en quête, pas en quête de vérité, de paix intérieure, mais de ressources symboliques qui renforcent son existence. Et on peut les regrouper en 5 grands besoins fondamentaux. Le premier besoin, c'est la reconnaissance. L'ego a besoin d'être vu, d'être reconnu, validé. Il veut que les autres confirment ce qu'il croit être. Un compliment, un regard admiratif, une mention, tout ce qui dit oui, tu es quelqu'un, te nourrit. Le deuxième besoin fondamental, c'est l'importance. Il cherche à se sentir spécial, pas juste exister, mais compter. L'ego veut croire qu'il a une place unique dans le monde, qu'il est central dans certaines histoires et qu'il n'est pas comme tout le monde. Son troisième besoin, c'est le contrôle. L'ego déteste l'imprévisible. Il a besoin de sentir qu'il maîtrise son image, ses choix, sa narration, même s'il ne contrôle rien, il préfère l'illusion du contrôle à l'incertitude. Le quatrième besoin, c'est la sécurité identitaire. Il veut de la cohérence, il ne supporte pas d'être remis en question et il cherche donc à stabiliser l'image qu'il a de lui-même, quitte à résister au changement. Et le cinquième besoin,
c'est l'admiration. Enfin, l'ego ne se contente pas de la reconnaissance, il veut être admiré, il veut briller et il veut qu'on l'envie. Ce n'est plus je suis suffisant, c'est je suis supérieur. Alors ces 5 besoins ne sont pas des faiblesses, ils sont des leviers puissants, profondément humains. Mais plus on les nourrit à l'aveugle, et plus on risque d'en devenir dépendant. Et c'est là que les choses se compliquent. Alors maintenant, on va voir ce dont l'ego se nourrit. Parce que l'ego ne vit pas dans un coin de notre tête, il se construit, s'entretient, se renforce, et il se nourrit constamment de ce qu'on pense, de ce qu'on voit et de ce qu'on vit. Et sans qu'on s'en rende compte, on l'alimente tous les jours. Et il y a 5 grandes sources qui lui donnent de la matière. La première source, c'est la comparaison. C'est l'un de ses aliments préférés. Il veut se comparer, se situer, se mesurer. Il cherche à savoir, est-ce que je vaux mieux que lui ou moins qu'elle? Chaque comparaison renforce une idée. Je suis en haut ou en bas de lui. La deuxième source de nourriture, c'est la validation. L'ego adore les likes, les compliments, les approbations. Dès qu'on valide son image, il se sent rassuré. Mais il devient vite accro et quand la validation ne vient pas, eh bien ça le fait douter. La troisième source, c'est l'image. L'ego vit à travers l'image qu'il projette. Le style, la posture, la réputation, il veut que ça se voie. Et parfois, il préfère soigner l'apparence plutôt que la vérité. La quatrième source, c'est le statut et les possessions. L'ego aime les symboles visibles, un titre, un diplôme, une voiture, un nombre d'abonnés. Plus c'est mesurable, plus il s'en nourrit et plus il croit que c'est lui. Et la cinquième source, c'est le récit intérieur. C'est ce qu'on se répète à longueur de journée et ça façonne notre ego. Par exemple, c'est « moi je suis comme ça, moi je suis comme ci, j'ai toujours été nul, je mérite mieux ». L'ego adore les histoires figées, même fausses, tant qu'elles le confirment. Alors ces 5 grandes sources ne sont pas mauvaises en soi, mais à force de les consommer sans recul, eh bien on finit par confondre ce qu'on a avec ce qu'on est. Et c'est là que l'ego commence à prendre trop de place. Il ne se contente plus de t'aider à te définir, il choisit à ta place tes objectifs, tes relations, ton image, ta trajectoire. Et si depuis des années, ce n'était pas vraiment toi qui avais choisi la direction de ta vie, mais ton ego. Alors maintenant, on va voir ce que l'ego provoque quand il prend trop de place. Quand ton ego se nourrit sans limite de comparaison, de validation, d'images, de statuts ou de récits intérieurs figés, il commence à prendre le contrôle sur toi et ça ne se voit pas toujours tout de suite, mais ça se ressent profondément. Tu commences à réagir de manière excessive. Un commentaire te touche plus que de raison, une remarque anodine devient une attaque parce que ce n'est pas toi qu'on critique, c'est l'image que ton ego défend. Et tu commences à avoir peur du regard des autres. Tu passes ton temps à anticiper ce qu'ils pensent de toi, à vouloir être irréprochable, aimé, admiré. Et tu t'épuises à jouer un rôle. Tu refuses également de te remettre en question. Ton ego t'a enfermé dans une identité rigide. Je suis comme ça, je suis fait pour ça, je ne peux pas changer ça. Et ça t'amène à t'auto-saboter simplement parce que changer, ce serait remettre ton identité en cause. Et puis tu commences à t'accrocher à tes rôles, à ton statut, à ton job, à ton image publique, et ils deviennent tes piliers. Et tu en viens à croire que si tu perds ça, eh bien tu perds tout. Puis tu commences à te couper de toi-même. Et plus tu cherches à maintenir l'image que ton ego veut projeter, plus tu l'éloignes de ce que tu ressens vraiment, de ce que tu veux profondément et de qui tu es vraiment. Et parfois tu avances, tu réussis, mais tu ne te reconnais même plus. Et ça commence par ressentir un malaise diffus, un sentiment d'inconfort, de tension, sans vraiment savoir d'où ça vient. Et souvent, ça vient de là. Ton ego a pris trop de place. Il s'est nourri des mauvaises sources et il a fini par déformer ta relation à toi-même. Mais cette déformation ne prend pas une seule forme. Elle peut se traduire par plusieurs schémas intérieurs. Des rôles que tu adoptes sans en avoir conscience. Des masques que tu portes et qui finissent par te contrôler. Aujourd'hui, on va en explorer 4 et ne crois pas qu'il faut choisir un camp.
tu peux très très bien te reconnaître dans plusieurs à la fois, selon le moment, la situation ou les personnes en face de toi. Alors pour les comprendre, on va les incarner avec 4 histoires, 4 visages, et on commence avec le premier, l'ego dominant. Il faut savoir que Eric a toujours eu besoin d'avoir le dernier mot. Au travail, il était le plus bruyant, à la maison le plus exigeant et sur les réseaux le plus visible. Il ne supporte pas qu'on le contredise. Il coupe la parole, il impose ses idées, il a cette manière de faire sentir que lui, il sait, que les autres sont à la traîne, mais derrière cette façade de force, eh bien en fait, il y a autre chose. Un besoin d'être reconnu, un besoin d'exister, de peser, de compter, d'être perçu comme quelqu'un qui réussit, parce que s'il n'est pas au centre, il se sent inexistant. S'il ne domine pas, il se sent menacé, et ce besoin l'épuise. Il prend toute la place, il l'éloigne des autres, et surtout, il l'éloigne de lui-même. Mais Eric, ça, il ne le voit pas. Il croit juste qu'il est ambitieux, charismatique, leader. Il ne voit pas que ce n'est pas lui qui agit, c'est son ego. Un ego qui crie pour être entendu, par peur de ne plus exister. Et puis un jour, Eric a craqué, pas en public, mais en silence. Un soir seul devant son écran, il s'est demandé « Pourquoi j'ai besoin qu'on m'admire pour me sentir bien ?» Et la réponse l'a bousculé parce qu'il ne s'était jamais vraiment demandé ce qu'il voulait, lui. Il avait toujours cherché à être au-dessus, mais jamais à être en paix. Alors il a commencé petit, à écouter, à poser des questions sans chercher à briller, à accepter de ne pas tout contrôler, à faire de la place aux autres et surtout à lui-même sans le masque. Alors il n'a pas perdu en pouvoir, il a gagné en justesse et aujourd'hui quand il parle, on l'écoute pour qui il est, pas pour ce qu'il veut prouver. Mais tous les égos ne cherchent pas à dominer. Certains, au contraire, cherchent simplement à être aimés. Alors voici l'histoire du deuxième piège, l'ego dépendant, à travers l'histoire de Léa. Léa est gentille, toujours là pour les autres, toujours à l'écoute, toujours souriante. On dit qu'elle est douce, bienveillante, généreuse. Mais si tu regardes de plus près, Léa ne dit jamais non. Elle ne contrarie personne, elle s'excuse même quand elle n'a rien fait, parce qu'au fond, Léa a besoin d'être aimée, d'être validée, d'être rassurée, d'être acceptée. Et chaque silence l'inquiète, chaque regard un peu froid la hante. Elle se demande sans cesse: est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce qu'on m'en veut pour ça? Est-ce qu'il m'aime encore? Alors elle s'adapte, elle devient ce qu'on attend d'elle, elle gomme ses envies, ses opinions, ses colères pour garder l'affection des autres. Mais à force de plaire, elle ne sait plus qui elle est. Et même quand elle est entourée, elle se sent seule. Parce que les gens aiment ce qu'elle montre, pas ce qu'elle cache. Et c'est ça le piège de l'ego dépendant, sacrifier son authenticité pour ne pas perdre l'amour. Alors un jour, Léa a craqué. Elle s'est regardée dans le miroir et elle s'est demandé: et si je ne jouais plus aucun rôle? Est-ce qu'il resterait encore quelqu'un pour m'aimer? Alors ce jour-là, elle a compris une chose, qu'à force de chercher à être aimée des autres, elle avait oublié de s'aimer elle-même. Alors petit à petit, elle a commencé à dire non, à affirmer ce qu'elle pense, à montrer ce qu'elle ressent, et pour la première fois, elle s'est sentie libre. Pas parce qu'on l'aimait plus, mais parce qu'enfin, elle s'aimait elle. Et à sa grande surprise, certains l'aimaient encore plus comme ça, pas parce qu'elle donnait, mais parce qu'elle l'était. Cependant, l'ego ne cherche pas toujours à briller. Parfois, il veut juste tenir debout, rester cohérent, stable, inchangeable, même si ça veut dire se renfermer dans un rôle. Alors voici l'histoire du troisième piège, l'ego identitaire rigide. Et on va voir ça avec l'histoire de Marc. Marc a toujours été le gars sérieux, bosseur, le compétent, celui sur qui on peut compter. Et il en est fier. Il s'est construit autour de cette image. Il est ce qu'il fait, son job, son statut, son rôle dans le groupe. Alors quand on lui propose quelque chose de nouveau, eh bien, il hésite.
pas parce qu'il n'a pas envie, mais parce que ça ne colle pas avec l'image qu'il a de lui-même. Changer de voix, trop risqué. Exprimer un doute, trop fragile. Dire je ne sais pas, inacceptable. Marc s'est enfermé dans une étiquette et il ne la quitte jamais, même quand elle lui fait du mal, même quand elle l'empêche d'avancer. Et il sent qu'il s'épuise, qu'il tourne en rond, mais il s'accroche quand même. Parce que s'il laisse tomber cette image, il ne sait plus qui il est. C'est ça le piège de l'ego identitaire rigide. Mieux vaut rester bloqué que de perdre ses repères. Mais un jour, Marc s'est surpris à envier ceux qui osaient changer, ceux qui cherchaient encore et qui avançaient quand même. Il a compris que se remettre en question, ce n'était pas trahir qui il était, mais peut-être enfin s'en approcher. Depuis, il n'a pas tout bouleversé, mais il a commencé à bouger, à essayer, à apprendre, à redevenir un peu plus vivant. Et même si certains s'enferment dans un rôle, d'autres, eux, se perdent dans le miroir des autres, toujours à se jauger, à se comparer, à chercher leur valeur dans ce qu'ils ne sont pas. Voici l'histoire du quatrième visage de l'ego dysfonctionnel, l'ego comparateur. Sarah, elle fait défiler son fil d'actualité et elle voit encore un collègue qui lance son projet, encore une amie qui part en voyage, encore une influenceuse qui semble rayonner. Et pourtant, elle se sent vide. Pas parce qu'elle n'a rien, mais parce qu'en comparant, elle se sent toujours moins rapide, moins belle, moins accomplie, moins aimée. Elle en vient même à douter de ses propres réussites. Un compliment, elle pense que c'est par pitié. Une victoire, elle se dit que ce n'est pas grand-chose comparé aux autres. Alors elle force, elle en fait plus, elle veut briller, mais ce n'est jamais assez. Parce que l'ego comparateur, il ne veut pas que tu sois toi-même, il veut que tu sois mieux que les autres. Et tant que tu n'y arrives pas, eh bien il te fait croire que tu n'es rien. Mais un jour, Sarah a levé les yeux. Elle a cessé de regarder autour et elle a commencé à se regarder elle. Elle a compris qu'elle n'avait pas besoin d'être meilleure que les autres, mais simplement d'être alignée avec elle-même. Et c'est là que la comparaison a cessé d'être une obsession pour devenir une simple distraction. Alors on vient de voir 4 visages de l'ego qui déraillent, 4 façons de se perdre en croyant se construire. Et peut-être que tu t'es reconnu, un peu dans Léa, un peu dans Sarah, un peu dans tous. Et c'est normal, l'ego n'est pas un problème à éliminer, c'est un outil, un moteur. Mais quand il prend les commandes, il finit par nous détourner de ce qui compte vraiment. Alors maintenant que on vient de le comprendre, il est temps de reprendre la main, de se détacher de l'ego qui nous enferme et de le reprogrammer en l'ego qui nous élève. Un ego qui t'élève, un ego qui travaille pour toi, pas contre toi. Il ne te pousse pas à briller aux yeux des autres, mais plutôt qui te pousse à avancer dans ce qui compte vraiment pour toi. On veut qu'il n'étouffe pas ta vulnérabilité, mais qu'il lui laisse une place, qu'il ne t'oblige pas à prouver ta valeur, mais qu'il parte du principe que tu en as une. Un ego aligné, c'est un moteur, pas un masque. Il ne crie pas pour exister, il te soutient en silence. Et pour atteindre ça, il faut commencer par rompre la plus grande illusion, celle de croire que tu es ton ego. Parce que tant que tu penses que tu es ce que tu montres, ce que tu possèdes ou ce que les autres pensent de toi, eh bien en fait tu n'agis pas librement, tu réagis, tu obéis à un rôle et tant que c'est ton ego qui tient la barre, c'est lui qui décide où va ta vie. Alors si tu veux reprendre la main, eh bien il y a un premier pas essentiel, c'est apprendre à t'en détacher, pas pour le détruire, mais pour ne plus te confondre avec lui, pour voir quand il parle et décider si tu veux l'écouter ou pas. Alors voici comment toi aussi tu peux t'en libérer, comme Claire l'a fait, pas en te battant contre ton ego, mais en apprenant à le regarder autrement. Parce que Claire aussi, elle s'est laissée piéger par son rôle, par son image, par ce besoin d'être à la hauteur. Elle pensait que ses doutes, ses colères, ses peurs n'étaient pas elle. Alors, elle les rejetait. Mais un jour, elle a commencé à regarder les choses autrement,
Pas avec des jugements, juste avec attention. Premièrement, elle a appris à observer son ego sans s'y identifier. Elle a vu que cette voix dans sa tête, celle qui disait tu dois briller, tu dois réussir, tu dois plaire, eh bien ce n'était pas elle, c'était juste son ego. Et elle n'était pas obligée de lui obéir. Deuxièmement, elle a remis en question l'image qu'elle avait d'elle-même. Claire n'est pas toujours forte, ni toujours capable, ni toujours parfaite, elle est humaine. Et à force de vouloir coller à une image, elle s'était éloignée de qui elle était vraiment. Troisièmement, elle a accepté d'être imparfaite, vulnérable, critiquée. Elle a osé dire je ne sais pas, je doute, je me suis trompée, et elle a vu que le monde ne s'écroulait pas autour d'elle. Mieux, que ses relations sont devenues plus vraies, plus légères, plus profondes. Quatrièmement, elle s'est posé les bonnes questions. Pas comment je vais paraître, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire là maintenant. Pas est-ce qu'on m'aime, mais est-ce que je m'honore en faisant ça. Petit à petit, Claire s'est libérée, pas en se battant contre son ego, mais en créant un espace autour de lui. En créant un espace de conscience, de recul, de choix, et c'est là que commence le vrai changement. Mais se détacher de son ego, ce n'était que la première étape en fait, car Claire a compris une chose essentielle. L'ego, c'est également un moteur, et un moteur, ça ne s'éteint pas, ça s'oriente, et elle a donc choisi de le reprogrammer, de ne plus le laisser courir après l'admiration, mais de le mettre au service de ce qui compte vraiment pour elle. Pas pour nourrir une illusion de soi, mais pour avancer vers sa réalisation de soi. Claire a commencé par choisir consciemment les identités qu'elle voulait renforcer. Pas celles qu'on attendait d'elle, pas celles qu'elle avait héritées, mais celles qu'elle voulait devenir. Elle a commencé à se dire je suis une apprenante, je suis quelqu'un qui avance même dans le doute. Et rien que ça, en fait, ça a changé sa posture au quotidien. Et puis elle a redéfini son rôle. Avant, elle se pensait responsable de tout, indispensable, irréprochable. Aujourd'hui, elle se dit je ne suis pas là pour plaire ni pour briller, je suis là pour contribuer, pour créer, pour grandir. Claire a aussi réécrit son récit intérieur. Elle a remplacé les vieux refrains du type je dois réussir pour être aimé par je mérite d'exister même quand je tâtonne. Elle a compris que son histoire ne devait pas être une justification, mais une boussole. Elle a réorienté ses sources de validation. Elle ne court plus après les likes, les compliments, les preuves sociales. Elle cherche l'alignement, la cohérence entre ce qu'elle fait et ce qu'elle veut construire. Et surtout, elle a cultivé l'humilité et l'humour. Elle a appris à ne plus se prendre autant au sérieux, à rire de ses travers, à reconnaître ses contradictions, à se dire parfois « Ok, là, c'est encore mon ego qui parle, mais j'ai capté. » Et c'est là que ça change tout, parce qu'elle n'est plus esclave de son ego, elle en est devenue le capitaine. Alors, on l'a vu, l'ego c'est une construction mentale, un outil que le cerveau a créé pour définir ce qui est moi et défendre cette idée parfois jusqu'à l'extrême. Il a 4 grandes dimensions. La première, c'est la dimension identitaire. Il te dit qui tu es ou qui tu n'es pas. La deuxième dimension, c'est la dimension protectrice. Il te défend même contre toi-même. La troisième, c'est la comparative. Il mesure ta valeur en te comparant. La quatrième, il te pousse à briller et à exister, c'est la dimension ambitionnelle. Mais à force de se nourrir de validation, de statut, d'images et de récits figés, eh bien l'ego peut prendre le contrôle et c'est là que les dysfonctionnements apparaissent. On en a exploré 4 aujourd'hui, l'ego dominant qui veut tout diriger, l'ego dépendant qui vit pour plaire, l'ego rigide qui refuse de changer et l'ego comparateur qui se sent toujours moins. Et si tu t'es reconnu, c'est normal. En fait, ce ne sont pas des étiquettes, mais des mécanismes que ton cerveau a appris et qu'il peut désapprendre. On est tous un peu comme ça, sur une échelle de 1 à 10.
Mais alors, comment on peut désapprendre? Eh bien, en apprenant à te détacher de ton ego sans t'y opposer, puis à le reprogrammer pour qu'il te pousse dans la bonne direction, non plus vers l'illusion de soi, mais vers la réalisation de toi. Mais attention, même quand tu réalignes ton ego, un autre piège peut apparaître. Tu peux savoir ce que tu vaux, tu peux savoir qui tu es, mais quand même rester bloqué, parce que tu ne sais pas où aller. Ou pire, tu poursuis un but qui n'est pas vraiment le tien. Et c'est exactement le sujet de la prochaine et des prochaines vidéos. Comment choisir un objectif de vie qui te correspond vraiment? Alors abonne-toi maintenant parce que ce qui arrive, ça peut vraiment changer ta trajectoire. Et tu peux aussi me dire en commentaire si ça t'intéresse que je parle des autres visages de l'ego, parce que oui, il y en a d'autres, des très intéressants, et on ne les a pas tous vus ici parce que c'est trop long. Il faut savoir que certains sont plus masqués, plus subtils, et parfois ils prennent la forme d'un ego affaibli, comme ceux qu'on a déjà vus dans ma vidéo sur l'estime de soi. Et si tu veux aller plus loin, tu peux la regarder si ce n'est pas déjà fait. Parce que certains pièges, quand l'ego n'est pas assez fort, eh bien, ils peuvent faire autant de mal que ceux qu'on a explorés aujourd'hui. Et si cette vidéo t'a apporté une prise de conscience ou juste un début de réponse même, eh bien, tu peux commencer par liker la vidéo, à la partager à ceux qui pourraient en avoir besoin et à me dire ce que toi tu retiens de ton ego. Et surtout, n'oublie pas, ton cerveau te contrôle, mais toi aussi tu peux contrôler ton cerveau. La vraie question, c'est qui aura le dernier mot. Et pour ça, tu as un allié, cet allié, c'est Neurodéclic.